Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. C'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bonjour à toutes et à tous pour la série Nutri-Yoga avec Michael et Dominique. Nous allons parler alimentation, nutrition. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Bonjour à toutes et à tous pour le yoga quoi qu'il en coûte, le premier épisode de la série Nutri-Yoga. Donc c'est une série, on va parler nutrition, naturopathie et surtout je serai accompagné sur tout le long de ces épisodes de Dominique. Et Dominique, je trouvais important qu'elle puisse se présenter, qu'on découvre aussi son parcours par rapport au yoga, par rapport à la nutrition et de manière générale connaître son histoire. Dominique, bonjour. Bonjour Michael. Est-ce que tu peux te présenter ? Bah oui, je m'appelle Dominique, j'ai 38 ans, je vis à Paris et j'ai toujours été journaliste passionnée par l'alimentation. J'ai fait beaucoup de reportages sur ce sujet, la nutrition, l'alimentation. Et assez logiquement, petit à petit, au fil des années, j'ai voulu vraiment être légitime là-dedans et pas faire que interviewer des pros. Et je me suis formée à la naturopathie. J'ai créé aussi ma petite boîte, ma petite société pour faire bouger les gens parce que la nutrition, ça va avec le sport, avec le yoga. Tout ça, c'est lié. En fait. Et voilà, je suis passionnée par tous ces sujets, la nutrition, le sport, le yoga. Tu peux un peu nous préciser quand tu dis journaliste, ce que tu faisais ou ce que tu fais ? Oui, j'étais journaliste reporter en télé, donc je faisais des reportages un petit peu comme ce que tu peux voir dans Capital, Zone Interdite, certains autres petits reportages qui n'ont pas forcément de nom d'ailleurs, parce qu'on fait aussi plein de reportages, ce qu'on appelle unitaires. Donc vous pouvez me dire, tu as un mois pour faire un reportage sur la tomate. Est-ce qu'on mange de bonnes tomates ? Est-ce que c'est grave de manger des tomates hors saison ? Alors la réponse est oui. Est-ce que j'ai travaillé aussi pour des émissions de voyage, par exemple Échappée belle, que pas mal de gens connaissent parce que ça fait très longtemps qu'elle existe. Voilà, c'était pas que l'alimentation parce que quand on est journaliste, on est censé tout traiter. Mais moi, ce qui me passionnait particulièrement quand il y avait un sujet sur l'alimentation ou sur un produit en particulier ou quelque chose à dénoncer, des caméras cachées à faire sur l'industrie agroalimentaire, je prenais ce sujet parce que ça me passionne. D'accord. Et pour comprendre, qui c'est qui vous donne les sujets ? C'est quoi l'organisation entre le reportage fini à la télé, les journalistes ? Je sais qu'il y a beaucoup d'indépendants dans ce domaine. Et puis ton rôle précis par rapport au côté technique, micro, caméra ou script ? Je sais pas ce que... Alors, on est tous indépendants. On n'est pas freelance parce que c'est pas le terme juridique, mais on est intermittent du spectacle en télé. Le principe, c'est que tu travailles pour plein de sociétés de production différentes. Donc, il vaut mieux en avoir entre 5 et 10 pour avoir tout le temps du travail, par exemple. La chaîne commande un sujet. Par exemple, tu as M6 qui veut un sujet sur le sucre. Est-ce qu'il faut manger du sucre blanc ? Est-ce que le sirop d'agave, c'est bon pour la santé ? Donc, la chaîne passe une commande. Et tu as différentes sociétés de production qui répondent à cette commande. Et après, on est en fin de chaîne, on appelle des journalistes pour réaliser ces sujets. Il faut d'abord les écrire. Tu as à peu près, selon les budgets, entre 15 jours et un mois ou plus pour préparer ton sujet. Donc, tu enquêtes du bureau. Là, c'est vraiment du travail de bureau. C'est ça qui est super dans ce métier, c'est que tu as un peu de bureau. Tu passes des coups de fil. S'il faut aller au bout du monde pour aller filmer des cannes à sucre, j'en sais rien, tu prépares tout ça. Ensuite, tu prends l'avion et tu pars avec ta caméra. Moi, les 10 premières années, j'étais toute seule, j'étais JRI, journaliste reporter d'images.
Et donc, tu portes tout, les caméras, les batteries, les tout. Enfin, tout. T'es vraiment tout seul, tu fais le son aussi. Et ensuite, tu tournes. T'as tout prévu normalement, donc t'interviews les personnes avec qui t'as déjà rendez-vous. Normalement, c'est ça la partie géniale, c'est que comme tout est écrit déjà, normalement, t'as évidemment des surprises et tu sais pas tout ce qui va se passer, mais quand même, tu déroules ton fil et t'as tous tes rendez-vous qui sont calés. Donc, tu tournes pendant 1 semaine, 3 semaines. Tu rentres et t'as le montage. Donc, t'as vraiment 3 parties. Une vie de bureau, une vie de tournage avec ta caméra sur l'épaule, tout le temps dans un avion, tout le temps dans un train. Et tu rentres finalement pour faire le tri dans tout ça parce que tu reviens avec 90 heures de rush et il faut tenir entre parfois 3 minutes quand c'est des petits reportages et puis ça peut être du 26-52. Après, ça c'est vraiment du jargon de télé, c'est souvent des formats très très précis. Mais même pour un reportage assez court, tu as énormément de travail en amont. Et les gens ne se rendent pas compte, en général, quand ils regardent le produit fini, ils se disent c'est super rapide et toi, tu as passé 6 mois dessus. Mais c'est génial, c'est super... c'est enivrant comme travail. Et par rapport à cet appel d'offres des chaînes versus les boîtes de production, il y a un script très en amont où c'est cadré parce que comme tu es journaliste indépendante, est-ce qu'ils te proposent un point de vue ou c'est à la fin, ils vont dire non, ça ne nous correspond pas et merci quand même? Alors, c'est un peu le problème, c'est qu'on est obligé, on est un peu... c'est la frustration du journaliste, c'est qu'on ne tente pas, nous, de vendre des sujets tout seul, parce qu'en général, c'est refusé. Évidemment, ça existe, des super reporters qui arrivent à proposer des sujets, mais la chaîne a une idée très précise de ce qu'elle veut. Et donc, si nous, on arrive en disant « mais c'est génial, on a envie de parler de ça », même en enquête, quand on a passé des coups de fil, on a découvert ça, ça et ça, et que la chaîne dit « oui, mais moi, j'avais déjà une idée précise, je sais déjà ce que je veux », parce qu'en fait, c'est quand même du marketing, on vend un produit fini. Normalement, le but, c'est que toi, tu t'allumes ta télé et que tu écoutes. Donc, tout est en train de changer avec les plateformes, mais quand même, le but, c'est qu'on se connecte sur une tablette, sur un ordinateur, sur une télé. Le but, c'est que les gens cliquent et restent. Donc, si la chaîne se dit ce qu'il va vendre, c'est ça, toi, t'as beau découvrir un truc incroyable, si toi, ça te plaît en tant que journaliste, mais que la chaîne se dit « ah non, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête », en fait, ça passera pas. Et au montage, ça sera coupé, tout simplement. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de revenir avec des images et de vouloir montrer un point de vue. Et en fait, avec les mêmes images, tu peux montrer un total autre point de vue. L'art de la propagande. Un petit peu. Alors après, évidemment, faut édulcorer tout ça, mais il y a vraiment des sujets que j'ai jamais pu vendre jusqu'au bout parce que les chaînes te disent « oui, mais moi, j'ai des annonceurs derrière ». Donc, il y a, tu vois, McCain... il y a certaines marques que je ne citerai pas de fast-food ou autres, on ne peut pas dire dans un reportage que c'est pas super parce que ils vont donner de l'argent et voilà. Donc c'est un peu la réalité. On est quand même en France. Ça fait partie des éléments qui ont fait arrêter une bonne émission qui s'appelait Culture Pub pour les plus anciens et pareil par rapport à Capital, ils ont dû un peu édulcorer parce qu'il y avait comme tu dis, les grands groupes qui disaient attendez, moi je vous prends des millions d'euros de publicité. Exactement. Et puis d'autre côté vous me tapez dessus. Vous me tapez dessus, vous cachez mon image. Donc c'est vrai que c'est pas compliqué de voir un reportage et de comprendre la finalité versus tous les enjeux qu'il y a autour, quoi. Bon, c'est inversement avec la YouTube, les autres plateformes, il y a des choses qui se passent. Donc il y a beaucoup plus de liberté. Ça s'équilibre, c'est ça qui est intéressant. Ça s'équilibre, c'est vrai. C'est ça ce qui est intéressant. Donc, journaliste pendant combien de temps, à peu près ? Pendant 15 ans. 15 ans, ok. Et parce qu'on a un peu discuté, a priori, des soucis d'alimentation versus le rythme effréné, et qui t'a donné l'envie d'évoluer vers d'autres sujets. C'est exactement ça. J'en parlais beaucoup dans mes reportages, et j'interviewais des nutritionnistes, des profs de sport, enfin plein de gens qui me passionnaient, et je trouvais ça incroyable. Je faisais aussi pas mal de reportages dans des gros groupes et je découvrais que finalement quand on me disait regardez les brioches des supermarchés c'est super bien et que t'as une espèce de pub qui te vend un produit sain, moi j'allais filmer là-bas et en fait je voyais que c'était une catastrophe et que c'était l'enfer de manger ça, enfin c'était pas possible de se nourrir comme ça. Donc ça m'intéressait déjà et j'avais ma part de passion parce que avec mon travail de journaliste, les rencontres avec les gens, les voyages, c'était incroyable. Mais ce qui me faisait tenir, parce que c'était quand même épuisant de travailler 7/7, c'était le sport et bien me nourrir, parce qu'en fait t'as 21 ans, tu tiens, t'as 22 ans, ça va encore. Et au bout de 10 ans, tu commences à être un peu fatigué de tout ça. Et donc, j'ai redécouvert le sport et le yoga. Je dis redécouvert parce que quand on est au lycée, quand on est jeune, en général, on bouge beaucoup. Après, on a une petite période où on fait un peu moins, en général, pendant les études. Et ça me faisait, au début, simplement tenir. C'est que je me rendais réellement compte, sans aucun plaisir, que le sport, le yoga et bien manger, j'étais plus en forme. Et petit à petit,
je me rendais compte que ça me faisait aussi du bien vraiment à la tête, au mental. Et un jour, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, je peux pas compenser un métier complètement fou où je dors pas, je suis tout le temps dans un avion. Et dès que j'ai un moment, je fais du sport et je rééquilibre. En fait, c'était quand même pas très, très équilibré. Et du coup, j'ai voulu... d'abord, dans un premier temps, créer Patate, donc ma petite boîte qui permettait aux gens exactement comme moi, des gens convaincus que le sport c'était nul, le yoga c'était pas pour soi. Ah oui, mais non, je vais pas aller dans un studio de yoga. Parfois, il y a des gens qui sont vraiment timides et qui se disent je vais pas passer ce studio. Blocage, ouais. Un vrai blocage. Ou alors, il y a aussi des studios à Paris où on se dit c'est tellement cher que j'ai même pas le bon legging pour pratiquer. Et j'avais ce truc-là en tête. Et jusqu'à ce que je rencontre le bon coach, le coach qui me fait vraiment prendre conscience que c'est une passion, le sport, et que y a pas, c'est impossible qu'il n'y ait pas un sport pour toi. Si c'est pas le yoga, c'est peut-être la course à pied. Si c'est pas la course à pied, c'est peut-être la natation. Et donc j'ai créé Patate qui avait lieu, donc c'était des événements qui avaient lieu tous les week-ends avec vraiment des coachs que j'avais triés sur le volet qui devaient transmettre une passion, absolument pas te dire c'est bientôt l'été, il faut perdre du poids, pas du tout ça. Justement l'inverse, juste amuse-toi. Y compris les profs de yoga, ils disaient amusez-vous, vous n'arrivez pas à faire votre chien tête en bas, vous avez les pieds qui sont décollés, vous n'avez pas les mains, c'est pas grave, ça va déjà vous faire du bien. Et ça a cartonné parce qu'il y avait plein de gens qui se reconnaissent là-dedans. Et je me suis rendu compte que même si je continuais le journalisme, ça faisait du bien de transmettre ça et de dire, vous voyez, vous avez passé 1 heure à faire du yoga, vous avez passé 1 heure à faire de la boxe et vous repartez avec des petits goodies parce qu'en plus, j'essayais de trouver des partenaires qui pensaient comme moi et les gens partaient avec des jus, avec des petits cookies, des choses saines. Pas forcément saines sur le papier, un cookie, c'est pas, mais en tout cas bien fait avec des bons ingrédients. Et toujours lié la nutrition et le sport et le yoga. On avait des cours de cuisine aussi, hyper bons, hyper gourmands. Il y avait du sucre partout, mais très sains, parce que c'était des produits bruts, c'était des recettes qu'on pouvait refaire chez soi et qui n'étaient pas c'était pas des produits transformés. Et le message passait super bien. Et c'est vrai que ça m'a permis de prendre du recul sur cette vie de télé à 1000 à l'heure. Je refusais pas mal de choses. Je partais beaucoup moins en tournage. Excusez-nous pour les bruits de pas. On va couper ça. On a beau être dans l'endroit le plus calme du coworking, de temps en temps, il y en a qui arrivent encore. Qui travaillent. Donc voilà, j'ai pris pas mal de recul sur ma vie de journaliste grâce à Patate, parce que je sacrifiais des week-ends de tournage. Évidemment, quand tu tournes, c'est avec des gens qui sont dispo. Donc c'est quand ? C'est le week-end et les vacances. La semaine, ouais. Voilà. La semaine, ils travaillent. Donc je sacrifiais des week-ends pour Patate et pour... prodiguer du bien-être et prêcher la bonne parole. La bonne parole, pour moi, c'était faites du sport, faites du yoga et mangez bien. Et ça m'a permis vraiment de continuer à faire du journalisme assez longtemps encore, mais en me disant, c'est bon, on sauve pas des vies, et si je pars pas 7 sur 7 et tout l'été, c'est pas grave. Voilà. Et combien de temps ça a duré cette... Ça a duré 4 ans. Ouais. Mais comme j'avais beaucoup d'affect et qu'il faut pas avoir trop d'affect dans sa boîte en général, j'étais juste à l'équilibre, je gagnais pas d'argent du tout. Donc j'avais ma vie à côté de... je gagnais de l'argent avec la télé. Donc dès qu'il fallait acheter un nouveau tapis de yoga hyper cher, parce que les clients me disaient « Ah, on pourrait avoir des nouveaux tapis », je le faisais. Et en fait, c'était complètement idiot, parce que c'est pas comme ça qu'on génère... Mais c'était pas... Vraiment, mon but avec Patate, c'était pas d'en faire une société qui marche. Et c'est un peu le problème, c'est que normalement, tu crées ta boîte, il faut que ça marche. C'était que ça fasse du bien, que je sois pas à perte. Et je louais des salles aussi à Paris qui n'étaient pas des salles de sport, parce que les gens avaient... moi, mes clients avaient la phobie des salles, donc il fallait que ce soit, par exemple, la Felicita, où on allait beaucoup, qui est un énorme resto à Paris. Et les gens se disaient « Ah, mais c'est super, je peux bouger dans un lieu qui soit pas une salle de sport ». Donc, j'ai remis beaucoup de gens au sport. J'avais beaucoup de gens en surpoids, énormément. J'ai des exemples de personnes qui font plus de 100 kilos et qui n'avaient pas fait de sport depuis le collège et qui m'ont dit on avait un cours incroyable qui s'appelait l'Afro-Vibe, et qui existe toujours d'ailleurs, je parle au passé, parce que Patate a été repris par le coach d'Afro-Vibe. Et l'Afro-Vibe, c'est un mix de fitness et de danse africaine. Et les gens étaient survoltés par ce truc-là, et ils continuent encore aujourd'hui, alors que t'as 40 ans, t'as pas fait de sport depuis 15 ans et tu refais du sport. Enfin, pour moi, c'était ça la victoire, c'était pas de gagner 100 euros. Pour comprendre, t'avais quand même une structure juridique. Oui. Tu parles de ma petite boîte, un projet comme ça, mais t'avais quand même une SARL, une SASU Ouais, j'étais en SASU. Je dis petite boîte parce que effectivement, on n'était pas au CAC 40, mais on avait quand même ouvert Patate à New York aussi, parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était intéressé et qui faisait la même chose. Donc, on avait une filiale à New York qui faisait
tout pareil. Mais je dis petite boîte avec un peu d'amusement et c'est un peu sentimental. Mais c'était quand même une SASU et ça tournait. J'avais une grosse comptable qui me faisait ma compta et qui avait du travail parce que ça tournait quand même presque tous les week-ends. Ouais. D'accord. Et pas de regret par rapport à ça, d'avoir lâché ce... Non, pas de regret. Je pense que grâce ou à cause du Covid, ça a été en stand-by pendant 1 an et j'ai perdu beaucoup d'argent parce que même si j'avais pas de structure physique... Il y a les frais fixes. J'avais beaucoup de frais fixes pour rien en fait. On proposait tous les cours patates en live sur Instagram, donc tous les coachs le faisaient bénévolement parce qu'on n'allait pas faire payer. Donc ça a vécu pendant le Covid mais complètement gratuitement et j'ai quand même perdu pas mal de sous et quand la vie a repris, les salles de sport n'ont pas repris complètement. Moi, j'avais pas le droit même à la Felicita de faire transpirer les gens ou alors avec des masques, donc les gens étaient quand même hyper réticents. C'était une période. Ouais, c'était bizarre. Et en fait, grâce à ça, effectivement, je sais pas ce que serait devenu Patate, mais j'ai fait une vraie pause d'1 an. Ça m'a permis de me former à la naturopathie et d'avoir en fait un nouveau projet qui devient plus viable finalement. Et la belle histoire, c'est qu'une cliente patate et un coach patate ont repris la société. Donc finalement, avec d'autres projets, on a commencé à lancer des EVJF patates. Donc au lieu de faire un EVJF... Tu peux rappeler ce que ça veut dire pour les gens qui... Un EVJF, un enterrement de vie de jeune fille. Voilà, t'as raison. Tout le monde n'a pas ce vocabulaire en tête. Et donc c'est super de se dire je fais un enterrement de vie de jeune fille un peu hors du commun avec un cours de yoga mais avec un coach patate, donc très bienveillant, au lieu de faire juste une journée manucure. Je dénigre pas du tout les enterrements de vie de jeune fille classiques, mais on se prend toujours un peu la tête pour savoir quoi faire de différent et avec les enterrements de vie de jeune fille made in patate, c'est très original tout en étant très bienveillant parce que c'est la team patate qui reste, quoi. D'accord. Comment on dit patate à New York ? On dit patate parce que ça les fait rire. Ouais, c'est vrai. Ils comprennent que quand tu viens chez Patate, c'est pour retrouver la patate. C'est pas pour avoir un corps de rêve, c'est juste pour retrouver la patate. Ok, donc tu as parlé du yoga par rapport aux activités diverses de Patate. Tu faisais du yoga avant, tu connaissais le yoga avant par rapport au fait de le mettre au planning de Patate ? Oui, je connaissais le yoga parce que mes parents pratiquaient, quand j'étais toute petite, je les voyais pratiquer et ça m'intriguait, c'est drôle et quand t'es petit, tu vois tes parents, donc t'as envie de faire pareil. Tu t'en souviens où ils pratiquaient ? Ils pratiquaient chez eux parce que mon papa travaillait beaucoup, il était dentiste et dès qu'il terminait ses consultations, il y avait une dame incroyable qui était super âgée, ou alors je me souviens d'elle comme étant super âgée, je sais pas. Et elle mettait sa jambe derrière la tête et je me disais waouh, le yoga c'est incroyable, on est souple, ce qui est pas forcément vrai, mais en tout cas, pas besoin d'être souple pour faire du yoga, pas besoin d'être végétarien et compagnie. Pas du tout, pas du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé ça en tête. Je me suis dit je suis pas souple, mais je vais en faire. J'en ai fait un peu plus tard. J'ai mis beaucoup de temps avant d'accrocher. Je réitérais parce que je tombais sur des profs qui étaient, je trouvais, pas bien formés, c'est probablement bien formés, mais qui restaient sur leur tapis à faire des démos, comme sur Instagram. Et je trouve que cette génération-là, il y a ce problème-là, c'est qu'à la fois on démocratise pas mal, il y a des cours pas chers et c'est super. Et en même temps, il y a des profs qui oublient que quand même être prof, c'est venir te corriger, venir te montrer ce que c'est et pas juste faire une super démonstration face à toi. Et mes premiers cours, c'était ça. Et donc, la première fois, je me suis dit, mais j'ai rien compris, je levais la tête. Donc, t'es en chien tête en bas, tu dois lever la tête, te casser le cou pour regarder le prof, c'est pas possible. Et donc, avec Patate, je me suis dit, mais je peux pas gêner personne, il faut que je compte sur quelqu'un qui me fasse aimer le yoga et surtout qui fasse aimer le yoga à mes clients. Et par hasard, j'ai découvert Axel, qui est en Normandie et qui a un super concept qui s'appelle Serial Yoga et qui se promenait un peu partout dans Paris. Et elle te décomplexe le yoga incroyablement, puisque elle te dit, je ne sais pas si ça se dit dans un podcast, mais ça va vous parler. Elle disait que si on se détendait, en général, on pouvait faire des petits proutes pendant la pratique et que c'était normal et que c'était pas grave. Et en fait, pour moi, ça démystifiait complètement l'image de certains clubs haut de gamme où tu pouvais même pas respirer pendant le cours parce qu'il fallait rester jolie et bien coiffée. Ça existe vraiment, ça, parce que j'ai pas voulu rebondir quand tu parlais du legging, avoir le bon legging pour le bon établissement. Moi, je suis assez loin de tout ça, ou du moins, j'ai des cours, j'y vais parce que j'aime ça, j'ai pas trop le regard des autres. Il y a vraiment des cours où c'est pédant, c'est-à-dire qu'il y a un côté élitiste et c'est à celle qui va réussir le meilleur asana. Oui, moi, ça m'est arrivé au début un peu naïvement d'aller dans soit des workshops qui étaient un peu ponctuels, soit des grandes salles en me disant c'est des super salles qui ont pignon sur rue, donc les débutants vont être
super bien accueillie et bien prise en compte. Et en fait, tout le monde se regarde dans les vestiaires, personne se parle et je voyais que j'avais pas effectivement le dernier legging. Vraiment, au début, je pensais comme toi que c'était vraiment un truc dans la tête. Et en fait, c'était vrai. Et mes premiers cours, alors que c'était censé être un vinyasa assez classique, la prof te retourne la tête et te dit on va tous faire des inversions aujourd'hui. Et je dis mais c'est un cours débutant, est-ce qu'on est obligé? Vraiment, j'en venais à me dire j'ai peur, j'ai envie de partir, quoi. D'accord. Donc c'est pas la norme, hein, c'est pas agréable. Ouais, c'est pas du tout agréable. C'est pas la norme, mais c'est des fois ça existe quand même. Le propos du podcast et de la marque Yoff, c'est aussi de casser les barrières pour que les gens se mettent au yoga. Et c'est un classique d'avoir des salles un peu prétentieuses. Moi, j'ai jamais eu ça, ou du moins peut-être que je m'en fiche. Mais c'est vrai que ne pas se sentir à l'aise dans un cours, ça ne doit pas être très agréable, c'est sûr. Et ça doit, malheureusement, il y a un effet de bord qui fait que tu n'as pas de revenir et peut-être pas revenir dans un autre cours. Mais c'est ça. Je le dis souvent et je pense que là, tu es d'accord, c'est si ta première expérience n'est pas bonne, ni la deuxième, retente une troisième. Il y a forcément un moment où tu vas trouver le bon équilibre entre un prof, le yoga. Voilà, je pense qu'il ne faut pas rester sur une mauvaise expérience, pardon. Et ambiance d'ailleurs. Parce que c'est ça, tu as tout dit avec le mot ambiance, c'est aussi parce que c'est une question d'humain et que autant un cours de boxe, le cours peut être assez sympa, le prof il est moins chouette, c'est évidemment que c'est très important. Mais le yoga, il y a tellement une philosophie derrière et il y a tellement un vrai partage. Parfois, on te masse à la fin, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui passe. Et si le prof vient juste faire son cours et s'en va et partage rien, effectivement, tu n'as pas envie de revenir, mais c'est comme un psy, il faut réessayer, c'est la personne qui te convient, et comme un partenaire de vie d'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment, tu as raison, même la quatrième, tu dis la première fois ça ne marche pas, la deuxième, je pense qu'il faut, c'est impossible que le yoga ne plaise pas, il ne faut pas forcément être un yogi hyper assidu, je ne le suis pas, mais c'est pas possible de se dire le yoga c'est pas pour moi, je pense que c'est plus tel prof ne me convenait pas. Le yoga est pour tout le monde. Et si on revient sur la partie naturopathe, donc des études, tu peux nous expliquer un petit peu le parcours, la formation. Je ne connais pas du tout oui, alors la naturopathie, c'est super à la mode en ce moment, donc c'est bien qu'on en parle un peu parce qu'il y a aussi eu des petits sujets à discussion. La naturopathie, c'est vieux comme le monde, ça date d'Hippocrate. Et c'est l'art de prendre soin de sa santé, idéalement d'optimiser sa santé, mais c'est mieux de faire de la prévention. Une fois que tu es très très malade, dans tous les cas, tu as besoin de ton médecin. Et à ce moment-là, tu es accompagné en plus par un naturopathe. La naturopathie, c'est une médecine qui est reconnue par l'OMS comme une médecine non conventionnelle, mais une médecine quand même. Et en gros, tu comptes sur plein de piliers pour optimiser ta santé, l'alimentation, le sport, ou en tout cas bouger, parce que quand tu as quelqu'un de 80 ans qui n'a jamais bougé, en tout cas, pas forcément faire du sport, mais bouger un petit peu. Le sommeil, le soleil, plein de points qui sont hyper importants et qui en fait sont du bon sens parce qu'on le sait tous. Bien manger, c'est ça, c'est ton carburant. Bien dormir, on sait tous que quand on dort pas, on est en mauvaise santé, en tout cas on se sent pas bien. Prendre des vacances parfois un peu au bord de la mer, ça te recharge. Donc c'est pas mal du bon sens, la naturopathie. Le problème, c'est qu'en ce moment, comme on n'est pas encore une profession réglementée par l'État, il y a plein d'écoles et tu peux te former en une demi-heure sur Internet. J'exagère, mais en tout cas, en un mois, c'est possible. Moi, j'ai choisi une école qui est reconnue par une fédération, la Fédération des naturopathes, qui est très, très chère, très longue et très difficile. On s'est collé la première année de médecine à apprendre, tu vois, notamment en physio, en anaphysio. Si tu ne comprends pas le corps, si tu ne sais pas comment fonctionne le foie, ça ne sert à rien de donner des conseils sur le foie à tes consultants. Donc, c'était 18 mois, très intense. J'ai commencé pendant le confinement en me disant c'est bien, j'ai le temps, sauf qu'on n'a pas été confinés si longtemps que ça. Donc après, ça a été une grosse charge de travail avec un petit bébé, un travail à côté et des cours de physio. Et très honnêtement, moi, j'ai pas un bac S, donc ça a été beaucoup de travail pour moi. Mais c'était passionnant. Je savais que j'étais à ma place et je savais surtout que oui, c'est du bon sens et qu'on devrait tous apprendre tout ça finalement. Donc c'est pour ça que j'essaie de prêcher un peu ça partout. Comment bien manger mais sans changer toute ta vie, parce que bien manger, c'est pas ennuyeux, c'est pas contraignant. Il y a vraiment des choses très simples à savoir. Déjà, t'arrêtes d'acheter des plats transformés. Déjà, t'as tout compris. C'est déjà un bon début. Et puis, par exemple, faire du sport. On parle de yoga, on parle de sport. On n'est pas obligé de faire du sport. On peut faire du yoga. L'important, c'est de bouger. Ton corps, il est plein de sang, de liquide. La marche. C'est plus simple. Ouais. On est une petite usine à déchets. Toute la journée, on fabrique des déchets, ne serait-ce qu'en expirant.
Et pour se décharger de tout ça, comme de la même façon que tu vides tes poubelles de temps en temps, j'allais dire tous les matins, pas forcément tous les matins, mais en tout cas de temps en temps, pareil pour le corps, il faut un petit peu éliminer. Et ça ne veut pas dire faire un marathon, ça veut juste dire bouger, être en mouvement. On est très statique, on est très sédentaire. Faut juste rebouger un petit peu pour être en bonne santé. Donc c'est vraiment du bon sens, la naturo. Ouais, ça a l'air. Et donc, pour reprendre aussi un élément, comment on se connaît, c'est que tu es manageuse du coworking dont je parle à chaque fois dans les podcasts. On a eu Alice la semaine dernière par rapport à l'expérience apprenti yoga. Donc toi, Dominique, tu as une vraie valeur ajoutée sur le côté nutrition. Et comme dans le générique, je parle de recettes véganes ou pas, j'ai sauté cette occasion. Puis comme tu as beaucoup de choses à dire, on va faire une série qui va te subdiviser en plusieurs épisodes. On aura plusieurs sujets. Alors les classiques végétaliens versus végétariens versus vegan, même si j'ai commencé à comprendre qu'il y a un anglicisme dans les trois et c'est la même chose. On parlera du jeûne. Est-ce que tu as d'autres sujets aussi qu'on va aborder en tête ? Alors, on peut parler un petit peu des idées reçues aussi. J'ai pas mal de gens, donc je suis manager d'un espace de coworking, mais je continue les consultations. Et j'ai beaucoup de gens qui se culpabilisent en se disant j'ai pas mes 5 produits laitiers par jour, je prends pas de petit déjeuner, c'est horrible. De temps en temps, je saute un repas. Et en fait, on va remettre un peu les choses à plat sur ce qui est vraiment grave. Rien n'est grave, en réalité. Surtout si tu bouges à côté. Et ce qui ne l'est pas. Ou par exemple, j'ai beaucoup de gens qui me disent je suis passionnée, moi, ma passion, c'est la pizza. En fait, rassurez-vous tous, la pizza, c'est pas du tout mauvais pour la santé. Si tu achètes une pizza américaine dans des fast-food, évidemment que c'est pas bon et que ça te nourrit pas. Mais une pizza dans un restaurant avec une bonne pâte, une bonne sauce tomate et bon, évidemment que si tu prends la 4 fromages, c'est un tout petit peu plus gras. C'est la meilleure. Mais c'est un peu la meilleure. Mais c'est pas du tout répréhensible et ça te nourrit. Ce qu'il faut se dire, c'est que à chaque fois qu'on se nourrit, il faut se dire est-ce que ça nourrit mon corps ou pas ? Peu importe que ce soit gras. D'ailleurs, le gras, c'est la vie. Donc ça, on en reparlera aussi. Le gras, c'est la vie. Et donc, on va essayer de casser aussi un peu les idées reçues et savoir, en fait, en quelques tips, quelques conseils très simples, quelles sont peut-être les 5 choses à savoir pour se dire, OK, ça, c'est important. Et après, le reste, parfois, je vais au McDo, mais dans des fast-food, c'est pas grave, parfois, de craquer si tu sais sur quoi tu craques. Tant que tu sais quel est ton ennemi, entre guillemets. Ce qui est plus grave et ce que j'ai découvert en faisant mes reportages, c'est que parfois on achète quelque chose en supermarché, c'est marqué beau, bio, sain, et en fait à l'intérieur c'est tout le contraire. Donc moi je préfère que quelqu'un me dise j'adore les kebabs et je craque de temps en temps, mais tu sais que tu fais pas du bien à ton corps et tu sais que tu vas pas aller faire un yoga juste derrière, plutôt que d'acheter un truc hyper industriel, hyper transformé, en se disant oui mais c'est marqué sur le paquet, c'est super bon. Parce que tu penses qu'il y a encore des gens qui sont réceptifs au marketing du packaging Bien sûr. Ouais, et même toi, Michael, parce que je suis sûre que si tu achètes un paquet, par exemple, de gâteaux qui est marqué sans gluten ou quelque chose qui a l'air un peu bon, tu t'en fiches du sans gluten, mais tu dis « Oh, c'est sympa quand même, c'est bien packagé », tu retournes pas forcément le paquet. Et le pire, l'ennemi en ce moment, c'est le sans gluten, parce que le marketing du sans gluten qui parle à tous, même les gens pas intolérants, les gens vont se dire « Ah, ça va être un peu allégé en gluten, donc j'achète juste une fois ». Et tu retournes le paquet et ce sont des ingrédients plutôt infâmes parce que en fait le sans gluten, donc là on enlève le blé, on va mettre par exemple de la farine de riz ou de l'amande, ça coûte plus cher. Donc on va préférer de mettre des trucs chimiques dedans. Et donc même toi, tu n'es pas à l'abri de tomber sur quelque chose que tu achètes en se disant ça a l'air pas mal et en fait tu te fais du mal bêtement, quoi. Ouais. C'est tout ça qu'on va développer dans les futurs épisodes. Dominique, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Merci, Est-ce Mickaël. que tu as quelque chose à rajouter par rapport au yoga ou à la série, ou en général ? Déjà, je te remercie beaucoup de me donner la parole. Non, la seule chose que j'ajouterais, c'est qu'il commence à faire beau et que c'est bien de pratiquer dehors, parce que ça aussi, c'est très naturopathique. On se recharge encore plus en étant à l'extérieur, donc c'est super de pratiquer l'hiver dans une salle, mais n'hésitez pas à pratiquer dans l'herbe aussi. Et ça tombe bien parce que j'ai fait une séance de yoga dimanche avec Emma au parc Montsouris que j'interviewe vendredi prochain. Donc du yoga dehors, là-dessus on est aligné. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne journée, bonne nuit et à bientôt. Et voilà, le yoga quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.